Et salut à tous, bienvenue sur l'Arcadie. Ça fait très longtemps. Enfin, peut-être pas pour vous, mais pour moi, ça c'est. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça c'est clair. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review de Charpentier de la mer du Nord, seconde vague. Petite précision là. Pas de facecam aujourd'hui parce que, bah. Grosse flemme de setup de caméra, enfin de changer deux fois de caméra. J'ai pas de caméra donc c'est un peu galère. Enfin bref. Donc un jeu de Pixie Game, évidemment. Les mecs sont toujours là. Enfin, de Sean Phillips, bien entendu. Hein. Je pense que vous reconnaissez avec le petit suffixe de machin, du nord, du sud, de l'ouest, de tout ce que vous voulez. Euh, mais de Sean Phillips, toujours. Donc localisé chez nous par Pixie. Et alors c'est marrant, ils ont retiré Garfield Games. D'habitude, ils le laissent, je crois. Mais là, ils l'ont viré. Alors, pourquoi seconde vague déjà? Mais parce qu'en fait, ce jeu est déjà sorti. En fait, c'est le premier jeu de cet auteur, donc ça fait très très longtemps. Et en fait, il était pas ouf. Mais ça, il le dit dans le livre de règles qu'il est pas ouf. Et du coup, le mec s'est dit, bah écoutez, on va le refaire. Et voilà. Et du coup, c'est sorti chez nous. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est sorti, je sais plus, non, c'est sorti avant mes vacances, ouais, au mois de juin, je crois. Et bah, je crois que enfin, j'ai pas entendu beaucoup de gens en parler. Parce que. Parce qu'on a cet a priori des jeux de Sean Phillips comme étant quelque chose d'assez expert. Alors que sa première trilogie, pour le coup, donc, dont fait partie ce jeu-là, hein, est très accessible. Et du coup, personne n'en a parlé, alors que bah, moi, je prends beaucoup de plaisir à y jouer en solo à ce jeu-là. Et du coup, voilà, je me suis dit, autant faire une petite review puisque j'ai commencé avec là à vous présenter les. J'avais fait une vidéo sur Voyageur. Bon, je sais pas si elle sera sortie au moment où je posterai cette review, mais j'en ai préparé une sur Voyageur là, de sa dernière trilogie qui est en cours. Mais donc voilà, le jeu il arrive comme as donc chez nous, personne n'en parle. Alors du coup, qu'est-ce que ça vaut? Parce que moi j'ai envie d'en parler aujourd'hui, donc vu mon nombre de reviews par an, bah, vous, vous doutez bien que c'est pas pour rien que j'ai envie d'en parler. Bah, on va voir ça tout de suite. Voilà, on va voir le matos, comment ça fonctionne, et puis je vous donnerai un peu ce que j'en pense. Alors, donc comme à la... comment dire bah, alors déjà, ce qui est marrant, c'est que la boîte, elle est au format de ces derniers jeux. Donc voilà. Une boîte assez grande hein, quand même. Je me demande s'il aurait pas fallu la réduire, mais je pense que c'est le coût des plateaux joueurs qui casse vraiment les couilles, pour le coup. Voilà, donc, alors, les derniers jeux de Chum Phillips, il y a un insert maintenant. Donc ça c'est cool. Bon après il est pas ouf, tu vois par exemple cette partie là je sais pas ce qu'on met dedans. Parce qu'en fait je me suis dit au début ouais c'est peut-être les pièces, mais en fait c'est trop petit pour les pièces. Donc pas trop compris. Donc le livre de règles. Alors j'en ai parlé aussi dans la vidéo de voyageur. Les livres de règles de Sean Phillips, des fois c'est pour moi c'est assez nébuleux. Mais là ça va. Parce que bah, le jeu reste, ça reste un jeu vraiment très accessible pour le coup. Très simple à jouer, donc ça marche bien. Mais vous voyez, typiquement, cette espèce de délire là où tu mets à la suite les actions et la description des actions, moi j'ai vraiment du mal parce que bah, en fait c'est con, mais quand t'arrives là, ok, t'es en mode ok la première action, et quand t'arrives à la fin, je sais pas, genre là, bah t'as oublié la première action, tu vois, parce que t'es en train d'enchaîner comme une liste, quoi. Enfin, moi j'ai du mal personnellement, donc. Mais là ça va, nickel. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que du coup, pour les joueurs solo, là, si vous m'écoutez, c'est tellement bien intégré, le solo dans le jeu là, que genre je crois que ça doit faire. euh, Ça doit faire, je crois. Bah, ça, en fait, t'as même pas d'encart pour le jeu solo, tellement c'est bien foutu. C'est-à-dire qu'il te parle, oui, vite fait des cartes solo spécifiques au solo, donc il y en a 4 pour augmenter la difficulté de ce mode de jeu, qui c'est très 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 sympa d'ailleurs d'avoir fait ça. Mais voilà, tout le mode solo est vraiment intégré aux règles, donc ce qui fait que ça va pas changer par rapport à quand vous allez jouer en multi. Ce qui fait notamment que vous doutez bien que beaucoup de joueurs, notamment sur BGG, considèrent qu'en fait c'est presque un jeu solo. Voilà, c'est presque un jeu de solitaire à la base, mais parce que vous allez voir pour d'autres raisons aussi, mais ouais, il y a beaucoup de gens qui jouent vraiment beaucoup en solo à ce jeu-là et pas forcément en multi. Mais moi, je trouve qu'en multi, je pense qu'il a. Alors, j'ai fait que des parties solo pour le coup, mais je pense qu'en multi, il doit avoir un intérêt, hein, très clairement. Après, même si j'ai joué en solo, je vois très clairement les dynamiques qu'ils peuvent avoir entre les joueurs. Et effectivement,
Il y en a pas énormément. Donc voilà pourquoi on le qualifie comme un solitaire game. On a des plateaux joueurs. Donc le retour, hein, bien sûr, bon, ça vous étonnera pas, de The Miko à l'illustration. Donc The Miko qui moi j'aime beaucoup pour les paysages. Voilà. On n'a pas assez d'illustrations de paysages de The Miko, mais moi j'aime beaucoup pour ça. On a le plateau principal. Donc le plateau principal avec bah oui, des jauges à monter, hein. Donc des pistes d'influence et divers emplacements de cartes où vous allez mettre les différents paquets. Et là, hop, ça s'est barré un peu en couille. C'est normal parce que je mets mes jeux à la verticale. Ouais, c'était là. Et voilà un petit peu on va dire le matériel principal. Donc on a toujours, alors quand même ces jeux-là, moi je tiens à le dire parce que j'aime bien le dire. Je trouve que malgré l'augmentation des prix des JDS, ça c'est important pour moi d'en parler. Malgré l'augmentation des prix des JDS, on a quand même pour 35 € beaucoup de contenu. Voilà, je suis obligé de le dire parce que sincèrement, les prix des jeux de Chum Phillips, comme le matériel est assez, même s'il est conséquent, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de matos, ça reste dans des prix vraiment convenables, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui qui a tendance à de plus en plus monter au niveau de la gamme de prix. Voilà, on a des jeux experts chez lui qui coûtent toujours le même prix que des jeux plus accessibles qui sont franchement pour le prix là plutôt honorables. Vous voyez, vous avez tout un tas de ressources quand même en bois. Donc ouais, très sympa. Vous avez, alors ça je vous le montre, mais je sais pas, moi je connais pas leur truc. Ils ont fait ça c'est pour les... Il y a un truc qui s'appelle Saga des Runes, je crois, qui permet de mêler en fait. C'est une campagne avec plusieurs jeux d'une même trilogie. Donc ça j'avoue que j'ai pas trop planché parce que je me suis pas intéressé dessus. Une autre remarque que je tenais à faire, c'est que maintenant, et je remercie Pixie pour ça, vous avez les packs promo en fait qui sont inclus dans les boîtes retail avec la localisation FR. Donc ça c'est franchement c'est super cool et il faut le saluer parce que bah, vous voyez à part depuis alors c'est assez récent qu'ils font ça mais vous voyez Voyageur moi j'avais pas les cartes promo et j'adore le jeu donc j'ai dû les acheter en fait en occasion et c'est vrai que c'est pas donné donc c'est bien de les avoir mis parce que sincèrement en fait les KS vous pouvez je sais plus si on peut les commander en FR les KS. Mais en fait, vous avez à la base c'est des Kickstarter ces jeux-là, mais bon c'est vraiment juste pour financer parce que je pense qu'ils pourraient très bien les financer avec les ventes de ces jeux, hein. Mais c'est plus pour supporter l'activité de l'entreprise. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait à chaque fois c'est pas vraiment rentable pour vous de les prendre sur KS parce que bah, c'est plus cher avec les frais d'expédition, etc. Donc c'est mieux de les prendre en retail comme là. Et c'est vrai qu'à chaque fois on est un peu frustré de ne pas avoir toutes les cartes promotionnelles. Voilà, donc, et après, bah, derrière, vous avez des cartes, des cartes, des cartes, des cartes. Attendez, hop, la lumière qui est dégueulasse. Donc voilà, des cartes avec non des personnages, voilà, mais toujours des illustrations. Moi, j'aime beaucoup hein, ces illustrations, très clairement. Et même ce genre d'illus, vous voyez, que je trouve vraiment magnifique. Avec cette espèce de flou dessin. Enfin, vraiment, The Miko, c'est le crack mondial, hein. Enfin, on va pas se mentir. Donc là, forcément, vous êtes des charpentiers, vous allez construire des bateaux, hein, donc il y a beaucoup de bateaux. Voilà, donc des personnages, des bâtiments et des bateaux, évidemment. Donc on a quand même un certain nombre de cartes, je crois qu'on en a plus d'une... des cartes à jouer, on va dire, on a plus d'une 120, je dirais. Et voilà, après il y a des cartes un petit peu annexes. Mais vraiment de quoi faire. Et puis toujours, c'est marrant ce format de carte petit. Et une iconographie très très claire. Bon ça, maintenant on est habitué. Mais dans ce jeu-là particulièrement, contrairement à Voyageur par exemple, où c'était la chier d'icônes, là voilà, l'iconographie, on voit que on est sur un jeu plus accessible, parce que l'iconographie, regardez, enfin, si vous arrivez à voir, on a deux lignes littéralement, donc clairement on est content. Alors je vous recommande bien sûr de prendre les pièces en métal, mais alors, ça c'est voilà, mon petit kiff perso. Et voilà un petit peu pour le matos. Donc je vais mettre en place le jeu. Et puis on va voir un peu de ce que ça raconte en fait. Charpentier de la mer du Nord. Voilà. Alors, donc vous avez vu, ça prend pas énormément de place aussi. Ça c'est toujours appréciable parce que
Moi, vous savez, là, j'ai joué à Voidfall il y a pas longtemps, j'avais envie de mourir, hein, ça à ce niveau-là. C'était complexe. Voilà, donc ça fait plaisir de revoir des jeux où ça prend pas trop de place. Même Voyageur, hein, je trouvais que au niveau place, les gars, c'était. Enfin, faut arrêter à un moment donné, on n'a pas des tables de 10 mètres sur 10 mètres. Enfin, c'est. Tu vois, ça commence à être complexe. Donc voilà, là on a un jeu qui est quand même épuré. Donc ça c'est quand même cool. On a, je vous l'ai dit, le plateau principal. Donc là je joue les jaunes. Je vais juste de toute façon, comme d'habitude maintenant, vous montrer les concepts un petit peu du jeu. Donc, le but du jeu, hein, c'est de scorer, hein, comme dans beaucoup de jeux de Sean Phillips. Ça va pas trop vous étonner, je pense. Je pense que vous n'allez pas être dépaysé, hein, on peut le dire. Donc, vous devez scorer et vous allez. Donc, c'est un jeu de draft, hein, vous allez devoir drafter des cartes. Donc, vous allez tirer. Alors en solo, c'est un petit peu spécifique, mais on va admettre. On va tirer un certain nombre de cartes, je sais pas. Ne vous fiez pas à ce que je fais, c'est juste pour vous montrer. On va tirer comme ça plusieurs cartes. Donc, comme je vous ai dit, les cartes, elles sont divisées en plusieurs types. Vous avez les bâtiments. Alors, comment on les reconnaît déjà, les cartes? Bah, c'est assez facile. En fait, ils ont toujours de façon assez claire, une espèce de bandeau là en bas. Là, on voit que c'est le bandeau marron. Vous allez vite. Bon, même. En plus, c'est un bâtiment, ça se voit, hein. Donc là, j'ai drafté un bâtiment. Donc c'est du. Vous savez, c'est comme souvent. Alors, je sais pas comment ça marche. Voilà, c'est. Alors, un pas en solo, c'est un petit peu différent. Là, on est vraiment sur un pick and pass. Donc, vous prenez une carte et vous faites tourner le paquet. Et à la fin, vous aurez donc 5 ou 6 cartes, je sais plus. En solo, c'est 6. Donc, je pense que vous en aurez 6 aussi dans les autres modes de jeu. Donc, vous allez arriver dans cette situation. Donc là, je crois on a bien on a bien 6 cartes. Donc, je suis dans la situation, comme si je jouais, où j'ai mes 6 cartes. Je les ai draftées, voilà, en fonction de mes besoins. Et donc, ensuite, je vais les utiliser. Donc, là, vraiment, le début du jeu, c'est on joue. Alors, déjà, on tire cette carte-là. Voilà. Je vous dirai pourquoi juste après. Et voilà, on a nos 6 cartes et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et c'est ça qui est plutôt cool, c'est que finalement, vous avez déjà tout et c'est un peu à la It's a Wonderful World, je crois. Je crois que c'est It's a Wonderful World qui est comme ça. Non, c'est pas It's a... Bah non, en fait, parce que dans les autres jeux de draft, finalement... Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à It's a Wonderful World, mais je crois que tu agis quand même direct. Je crois que tu gardes pas tout en main. Franchement, je me souviens plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Par contre, Seven Wonders, c'est sûr que tu joues direct ta carte dès que tu la récupères. Euh, donc, là, ici, on a tout. Et après, ça va être de la gestion des besoins. Par exemple, si... Alors, on a ça comme type de ressources, donc on a des ouvriers, hein. Même si vous allez voir, l'aspect poste d'ouvrier est vraiment extrêmement léger, ça reste beaucoup plus de la construction de moteurs et de la draft. Vous avez des pièces, toujours les pièces, et des ressources, 3 ressources principales, qui sont ici. Le tissu, le bois et la pierre. Et de l'or, qui est un peu la ressource joker du jeu. Voilà. Dans l'idée, chaque bâtiment, donc là par exemple ce bâtiment-là, vous voyez en haut à gauche, il va me demander des ressources principales pour être construit. Donc aussi bien des ouvriers, vous voyez là il me demande un ouvrier, 2 laine, 1 de pierre. Donc je peux décider de les utiliser au moment où je fais mon tour. Chaque personne joue simultanément, donc tout le monde va faire un petit peu sa petite popote. Ça, pareil, c'est un reproche que certains vont pas aimer, c'est qu'on joue simultanément. Mais voilà, je décide d'utiliser mes ressources, je pose ma carte. Alors, je les pose pas sur mon plateau, puisque on n'est pas du tout dans la construction navale, là, c'est un bâtiment qui n'a rien à voir. Je le pose en dessous, je dépense mes ressources. On voit que cette carte-là, elle vaut un point de victoire, et elle me fait gagner 1 sur une piste d'influence. Donc, voilà, donc là, imaginons que je l'ai crafté. Bon, je dépense pas les ressources, hein. On va pas s'emmerder, parce que en plus, je les ai pas. Et vous voyez qu'ici, c'est assez bien foutu. Vous allez avoir un emplacement pour poser un ouvrier. Et quand je vais poser un ouvrier dessus, je le fais aussi à mon tour. On fait tout en même temps, hein, donc vous faites ce que vous voulez dans l'ordre que vous voulez. Vous gagnez 2 pierres. Voilà. Donc les bâtiments, très utiles pour permettre de construire, de générer des ressources, parce que forcément, ça risque d'aller très vite. Donc vous générez des ressources, et
grâce aux ouvriers posés sur les cartes. Et donc ça vous permet d'avoir un moteur de ressources, puisque la partie va jouer en 5 manches, et à chaque fois on retire les ouvriers sur les cartes. Donc si vous avez encore cet ouvrier là par exemple à la manche d'après, vous pourrez le reposer pour générer des ressources. Ces ressources là vont vous servir pour crafter les bateaux, qui seront votre principal source de scoring du jeu. Voilà pour ça, donc je pourrais construire ce bâtiment, mais là vous avez vu, je commence, bon, je pourrais dire j'utilise de l'or, mais imaginons j'ai pas envie d'utiliser d'or et j'ai besoin de comment ça s'appelle, de 2 laine. Et c'est là où en fait le jeu on va toujours être dans une question de choix. Est-ce que je garde cette carte, donc je la pose, et du coup je peux utiliser, donc j'ai quoi d'autres cartes en main, et là vous allez dire mais il n'y a pas de carte qui génère des ressources pour t'aider là, à poser ton bâtiment. Et bien si, en fait, regardez en bas à droite, juste au-dessus de la croix, en fait c'est si vous choisissez de défausser ces cartes là, vous gagnez le bonus dessus. Donc là, typiquement ce Manos là, si je décide de le défausser, donc je le fous dans la défausse qui est là-bas, je pourrais gagner 1 de laine pour payer ce bâtiment. Donc chaque carte, en fait, vous pouvez choisir de soit la jouer, soit la défausser. Alors tout de suite, hein, vous pourrez pas garder des cartes pour les manches suivantes. Ah, le focus qui fait de la merde. Donc voilà, c'est vraiment, faut tout de suite décider de ce qu'on fait avec tout ça, quoi. Donc là j'ai un autre bâtiment, je vais décider que je ne peux pas le jouer parce que clairement j'ai pas les ressources, donc je peux le défausser, ça va me faire piocher une carte. Et là j'ai chopé un voyageur, enfin un aventurier, enfin une aventurière qui est un compagnon. Voilà. Les compagnons, comment ça fonctionne? Donc je peux les utiliser direct, voilà. One shot comme ça, je le pose sur la table. J'active le bonus, donc là je peux, en dépensant 1 d'or, piocher 2 cartes et avoir une pièce. Je peux le défausser en ayant une pierre, ou je peux décider de faire encore mieux que ça. Je peux les foutre sous un bâtiment, donc par exemple là j'ai construit un bâtiment que je vais pouvoir le mettre en dessous, pour 1 d'or. On voit que le coût est 1 d'or. Donc je le mets là, et ça veut dire que la prochaine fois je vais poser mon petit ouvrier là, je pourrais activer aussi cet effet là. Donc vous voyez un petit peu l'idée de la montée en puissance. Donc voilà, ça c'est des cartes qui vous permettent de construire un petit peu votre moteur. Dans le but, bien sûr, de construire les bateaux. On va essayer d'en trouver quand même un petit bateau. Voilà. Petit bateau, voilà, le Carve par exemple ici. Donc, si j'avais un bateau, alors, je peux le mettre en construction, hein, le bateau, même si, contrairement aux bâtiments, vous avez vu, les bâtiments, on peut les jouer que si on peut les construire. Mais si on ne peut pas les construire, on ne peut pas les poser. Là, je peux poser le bateau, pourquoi? Parce que je vais le mettre dans mon chantier. Donc, ce Carve-là, je vais le poser ici, voilà, dans l'emplacement le plus à gauche. Donc là, j'ai mis en construction, et vous vous doutez bien que pour le construire, il va me falloir un certain nombre de ressources. Donc là, vous vous dites, putain, c'est cher payer les ressources, surtout vu ce qu'on démarre. Mais vous inquiétez pas, en défonçant les cartes, en utilisant les effets de vos bâtiments, eh bien, vous allez réussir à avoir votre moteur suffisant pour crafter ce super bateau. Mais il y a également autre chose que des ressources qu'on a besoin, c'est des compétences. Bah oui, parce que c'est bien beau d'avoir les ressources pour crafter un bateau, mais il faut aussi la main-d'œuvre, les compétences pour le crafter. Et c'est là où vous allez avoir besoin des bonhommes. C'est que les bonhommes, vous avez vu, ils ont en bas ces compétences-là. Donc là, par exemple, il me faut une espèce de batte de baseball. Je sais pas trop ce que c'est, une massue et un forgeron. Je l'ai ici, cette compétence, on le voit là. Et là j'ai la batte de baseball, donc c'est le sculpteur de bois. La batte de baseball, mec qui est incohérent de ouf. Donc, si j'ai mon bateau en construction, donc je le pose en construction, je vais pouvoir avoir 2 choix au niveau des bonhommes. Soit je vais les mettre là aussi, sur la piste de construction des bateaux. Donc tant que le bateau il n'est pas construit, je les laisse là, hein. Je vais mettre aussi le forgeron. Au moment où je vais construire mon bateau, ces mecs-là, ils vont disparaître. Voilà. Je les ai consommés également comme une ressource pour construire mon bateau. Alors évidemment, vous avez vu, il y a des emplacements limités, vous ne pourrez pas vous mettre à construire 15 bateaux en même temps. D'ailleurs, je vous le conseille pas parce que sinon, clairement, vous allez galérer, parce que vous avez vu quand même, ça nécessite de la ressource, et on joue que 5 manches. Mais je pourrais pu décider, parce que là, quand même, c'est chiant, j'ai claqué 2 cartes que j'aurais pu éventuellement défausser pour gagner des ressources.
pour construire un bateau. Et j'aurais pu décider, à la place de les placer ici en one shot, j'aurais pu décider de les foutre aussi sous un bâtiment. Alors, si vous avez déjà un aventurier, enfin un compagnon dessous, vous pouvez pas le mettre. Donc c'est un choix que vous allez devoir faire. Donc voilà, les compagnons servent à ça, et donc du coup, il y en a plein de types. Donc ça, c'est plutôt cool. Et les bateaux, vous avez vu, ils donnent des points de victoire qui sont quand même bien plus conséquents que ce qu'on a pu voir là avec ce bâtiment-là, et l'augmentation dans des jauges. Donc les bateaux, il faut les faire. Vous avez des actions standards. Par exemple, cette baraque. Donc la baraque qui vous permet de gagner poser un ouvrier dessus pour gagner une ressource de votre choix. Vous avez déjà un petit bonus dessus. Elle score 0 points de victoire, mais c'est normal. Vous avez également lui. Donc ça, tout le monde là. Manœuvre. Donc vous pouvez défausser une carte ici, un d'or, pour remplacer un ouvrier de votre choix, un ouvrier au choix que vous n'avez pas. Donc ça peut être utile si vous débloquez. Et là, chaque fin de manche, grâce à votre bateau de base, votre petit voilier là, eh bien, petit dracard, vous gagnez un ouvrier. Voilà. Ces cartes de base de là, on va pouvoir les améliorer. Si jamais vous arrivez, vous avancez en faisant des bateaux, des bâtiments, vous arrivez ici. Vous voyez, il y a une petite icône de rune ici. Ce qui veut dire que je peux choisir de retourner une des cartes qui est là. Hop, maintenant je peux la retourner. Pour gagner avoir une carte améliorée. Donc là, vous voyez, quand je vais poser un ouvrier, je vais gagner en plus une pièce. Et elle me scorera 2 points de victoire à la fin. Voilà. Donc vous avez ça sur les trois cartes qui est là. C'est pour ça que vous avez vu, il y a 3 runes. Parce que vous avez chopé possiblement 3 améliorations pour vos cartes de base. Sur les autres pistes, la bleue, quand vous arrivez là, vous piochez une carte dans ce paquet-là. Et donc cette carte-là peut être soit un bonus immédiat. Donc vous voyez là, je prends une carte directe. Soit vous pouvez la mettre sous un bateau. Comme ça. Et donc, ça va faire qu'à chaque fin de manche, vous allez gagner une pierre, par exemple ici. Voilà. Donc un bateau qui est déjà construit, bien sûr. Et sur la piste rouge, vous allez choper une carte comme ça. Donc ça, c'est les cartes invasion. Donc les cartes invasion, en fonction de votre score sur la piste rouge, vous allez envoyer un certain nombre d'ouvriers. Donc ça, c'est votre choix. Hein. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Vous envoyez un certain nombre d'ouvriers et vous gagnez les ressources ici. Donc voilà. Donc ça, et à chaque fois, c'est reset. Une fois que c'est fait un tour, vous pouvez pas le refaire, mais à la prochaine manche, vous pourrez le refaire. Donc c'est très fort les cartes invasion. J'ai pas eu l'occasion de les tester, mais très très bien. Et là, vous avez vu tout le jeu. Alors là, vous allez me dire, mais finalement, c'est quoi l'interaction avec les autres, à part la draft? Parce que forcément, la draft, ça va quand même être dans l'idée de prendre les cartes les plus intéressantes, en fonction de la stratégie, etc. Mais une draft ne peut être réussie que si vous pouvez piquer des cartes qui intéressent les autres, vous en conviendrez. Donc c'est là où arrive l'idée des pistes, c'est qu'en fait, les autres joueurs aussi vont être sur ces pistes. Donc bien sûr, vous allez pouvoir être devant certains joueurs, ou certains joueurs pourraient être devant vous. À chaque fin de manche, si vous êtes le premier sur une des 3 pistes, donc en fonction de la piste où vous serez, vous allez prendre un héros correspondant à cette piste. Par exemple, cette personne-là, cette petite dame-là. Vous allez, si vous êtes le premier sur la piste bleue, donc commerce, vous allez choper à la fin du tour, à la fin de la manche, au moment où on déclare la fin de manche, si vous êtes le premier, vous la prenez. Et cette carte-là, déjà, elle score 3 points de victoire. Et en plus, elle a un effet continu, donc que vous pouvez utiliser autant que vous voulez. C'est que pour 3 pièces, vous pouvez générer un d'or. Donc plutôt intéressant comme pouvoir, plutôt utile. Puisqu'elle peut transformer des pièces en or, c'est quand même assez utile. Lui, par exemple, il pourrait vous dire, à chaque fois que vous avez chopé une rune sur le plateau, vous gagnez un ouvrier. Pareil, assez utile. Alors, c'est pas des pouvoirs qui sont fumés de fou, mais c'est quand même des pouvoirs utiles. Tu vois, par exemple, lui, on se dit, la piste jaune, c'est juste améliorer ces cartes-là, c'est peut-être pas si fort que ça. Ouais, mais lui, il vous permet, si vous êtes en majorité, d'avoir un composant de moins sur un bateau, pour construire un bateau. Et c'est quand même très, 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 très utile. Hein. On va pas se mentir. Si vous avez aucune majorité, parce que vous jouez à beaucoup, je sais pas, vous prenez un des héros qui est là, Randy, donc il y en a 5, donc si vous jouez à 5, bon, normalement tout le monde a la majorité du coup, donc c'est impossible qu'il y ait 5, mais voilà, vous avez compris. Et dernière chose, il y a ici, donc chaque manche a son taux de conversion de ressources. Vous pouvez convertir des pièces dans une ressource, et ce taux de change va changer à chaque manche. Donc ça j'ai bien aimé aussi cette question de
de taux de change de ressources. Des fois, on va se dire, ouais, là, je vais garder mes pièces pour le prochain tour pour échanger ces ressources-là, pour choper cette ressource-là, parce que j'en ai besoin. Par exemple, j'ai besoin de beaucoup de pierres. Là, la pierre, elle coûte 3 pièces à choper. Je vais peut-être attendre qu'elle se coûte 1. Mais bon, faut pas trop attendre non plus, évidemment. Voilà pour un petit peu comment ça fonctionne ce jeu. Bon, je vous ai expliqué de façon détaillée les règles, mais c'est parce que quand même, elles sont assez simples. Mais voilà un petit peu le principe des charpentiers. On va tout de suite un petit peu donner mon avis sur ce petit jeu. Alors, je vais pas faire facecam parce que flemme pour changer. Voilà, je vais le donner là parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais faire une partie solo. Voilà, je sais pas, je l'ai pas mis en place pour rien non plus. Je vais faire une petite partie solo. Je vais vous montrer un petit peu comment ça joue. Mais je vais vous donner d'abord mon avis puisque éventuellement, c'est quand même la première chose que vous voulez savoir. Si vous avez vu les règles un petit peu et que le concept vous plaît, vous aurez peut-être besoin d'un avis éclairé. Donc moi j'ai fait 3 parties de ce jeu là et bientôt la 4ème visiblement. Oula, j'ai shooté, j'essaie de me repositionner. De ce que j'en pense. Alors je suis assez surpris par ce jeu. Voilà. Alors pourquoi moi déjà je l'ai acheté, je peux vous le dire. Parce que en ce moment chez Philippe, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, je suis régulièrement ce que fait sa boîte d'édition, Garfield Games. J'ai vu que ça sortait, que c'était léger, voilà, contrairement à beaucoup de ces jeux récents qui sont très chargés. C'est léger, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas. Un jeu de draft, tiens. Aujourd'hui à la maison, je n'ai plus que It's a Wonderful World. Donc j'étais assez intéressé, que je trouve quand même It's a Wonderful World très froid, très calculatoire et parfois un peu casse-crâne, tu vois. Et là, je retrouvais pas ce côté casse-crâne dans l'idée que je m'en faisais, donc je me suis dit, tiens, allons-y. J'ai direct joué en solo, ce qui est extrêmement rare parce qu'il faut savoir que je joue très peu en solo, vous savez peut-être pas. Et je me suis éclaté. Voilà. Je me suis éclaté parce que c'est un jeu qui est extrêmement fluide dans sa mécanique, donc, puisque c'est du draft en fait, donc voilà, forcément c'est très fluide. On choisit les cartes en fonction des besoins. Et puis après, on fait sa petite popote. Alors, c'est sûr que ça plaira pas à tout le monde, le jeu simultané. Surtout que le jeu simultané, c'est toujours une histoire de on ne suit pas ce que font les autres. Alors, l'avantage, c'est qu'on réfléchit en même temps, donc forcément, voilà, on fait notre life, mais finalement, ça fait un peu impersonnel de se dire, voilà, chacun fait sa vie. Au final, on est autour d'une table, mais c'est presque un solitaire game, en fait, autour de la table. C'est vrai que, bon, ça, c'est un côté qui peut un peu gêner, c'est sûr. Mais j'ai envie de vous dire, dans les jeux de draft, bah, c'est souvent comme ça. Voilà. Les jeux de draft, quand je compare avec ceux que j'ai joués, hein, bien sûr, c'est pas une vérité générale, hein, ce que je vous dis, commencez pas à me taper des pavés dans les commentaires. Mais c'est un peu inhérent genre, enfin, des jeux que j'ai pu tester, des grands jeux, on va dire. Enfin, des jeux primés, hein, pas grands jeux forcément, mais Seven Wonders, voilà. Il y a un peu voilà, d'interaction avec le militaire, tu regardes, tu te fais bousiller, tu vas lancer des pièces sur les plateaux des gens, voilà. Ok, il y a un peu d'interaction avec les autres, on lève un peu la tête, c'est sûr, mais globalement, tout le monde est quand même penché sur ce qu'il est en train de faire. Là, voilà, on joue en simultané, donc bah, il se passe cet effet-là. Est-ce que c'est désagréable pour autant? Pas forcément, parce que en fait, je pense que le jeu n'aurait pas pu faire autrement dans le sens où il va quand même falloir chercher avec ces 6 cartes, enfin ces quelques cartes en main, à optimiser ce que vous voulez faire. Donc ça me paraît très compliqué de le faire si vous jouez tour par tour, dans le sens où vous devez réfléchir comment... Alors voilà, est-ce que je vais garder cette carte pour la poser, la mettre en construction? Est-ce que je vais la défausser pour choper des pièces? Vous avez plein de choix, vous avez plein de manipulations à faire dans votre tour de jeu. Ça me paraît compliqué de ne pas faire ça simultané. Donc, bah, je suis désolé, mais autant dans un Ares Expédition, le coup du simultané, c'est pas forcément ouf, parce qu'en fait,
Bon, les tours, ils sont très courts. Mais là, je vois pas comment on aurait pu faire autrement que des tours simultanés, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire avec peu de cartes, certes, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc voilà, moi ça m'a pas... Enfin, j'ai pas testé en multi, mais je ne pense pas que ça me gênera, parce que de toute façon, on est très occupé. Alors certes, on ne lève pas trop les yeux sur ce que font les autres. À part, bien sûr, sur les pistes d'influence, essayer de peut-être se concentrer pour prendre la majorité sur des failles, pour choper les points bonus, pour choper les héros utiles. Voilà. C'est la seule interaction, on va dire, en dehors de la draft qui est inhérente au style de jeu, qui est vraiment là, qui est vraiment la c'est vraiment, ça va être vraiment la partie euh, piste, majorité sur les pistes. Mais ça s'arrête là. Voilà pour la partie interaction qui, je pense, va être surtout ça que les gens vont retenir du jeu en se disant voilà, c'est un jeu. Est-ce que c'est vraiment un jeu solitaire game? Est-ce que c'est un jeu finalement qui est bien en multi? Moi, je pense que j'aurai autant de plaisir à y jouer en multijoueur qu'en solo. Alors certes, voilà, on, bah, on peut se dire que ça va pas changer grand chose, mais si, parce que rien que pour la majorité sur les pistes, on va peut-être plus se battre. Je vais peut-être choper des cartes plus. Par exemple, s'il est devant moi sur une piste, je vais choper des cartes exprès pour remonter sans lui laisser pour que bah, lui il arrête d'avancer et que moi j'avance. Parce que vous avez vu, on score quand même pas mal de points à la fin des pistes. Donc ça vaut le coup de voler des cartes qui permettraient d'avancer, de lui permettre de le rattraper, de lui prendre la majorité et d'empêcher qu'il score les points. Donc rien que pour ça, on a quand même une belle interaction, une belle dynamique de majorité de pistes qui se met en place. Donc ça, je trouve ça quand même très cool sur le papier. J'ai pas encore testé pour vous dire si vraiment ça joue comme ça en l'état. Je ne saurais pas dire. Mais voilà. Donc ça, c'est plutôt un point neutre parce que ça va gêner des gens. Moi, personnellement, ça ne m'a pas gêné de me dire c'est un solitaire game, justement pour le fait que de toute façon, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu faire autrement. Deuxièmement, un point très positif pour moi, en fait, c'est qu'est-ce que ce jeu? Alors attendez, je vais remettre. Parce que là, vous avez plus de lumière, je sais pas pourquoi. Ma cam, elle a pété. Je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà. Qu'est-ce que ce jeu, en fait, au final? Alors, ce jeu, ça reste quand même un jeu de dilemme, de gestion de dilemme. Et ça, c'est sans doute sa plus grosse originalité. C'est sa gestion de dilemme. Parce que certes, on est dans un jeu de construction de moteur qui, on y reviendra, mais est très efficace dans sa mécanique de construction de moteur, justement. On a vraiment un espèce de... Moi, je trouve une dynamique très Res Arcana. Avec, on a des cartes qui sont placées, qui produisent à chaque manche, et pour aller chercher des grosses cartes qui sont assez chères pour les faire travailler et les faire gagner des points. Mais en dehors de ça, c'est un sentiment que j'ai pas eu souvent, c'est que en fait toutes les cartes que vous allez récupérer, vous devez en faire quelque chose au tour où vous les avez. Ok. Et c'est toujours le truc de se dire, est-ce que je gagne le bonus immédiat, voilà, parce que je suis sûr que cette carte-là ne va pas me servir. Mais en fait, on n'est jamais sûr, et c'est ça tout le sel du jeu. Ou est-ce que je l'utilise, quitte à ce que ça me coûte quand même quelques ressources, mais c'est un gain sur le long terme. Vous savez, c'est le fameux choix de dire est-ce qu'une carte. Bah, c'est un peu le dilemme que vous avez le plus parlant, c'est ça. Est-ce que ça vaut le coup que je gagne immédiatement ça, ou est-ce que ça vaut le coup que je le mette sous un bateau pour gagner à chaque tour une pierre? Est-ce que cette pierre va vraiment faire la différence si je l'ai manche 4 ou manche 3, sachant que ça va produire que 2 pierres du coup, au lieu d'une carte, qui va peut-être tout changer. Voilà, c'est ça en fait la gestion des dilemmes. Et ce jeu en fait n'est fait que de ça, c'est de savoir, je veux gagner dans l'instantanéité. C'est pour ça d'ailleurs que tous les mécanismes sont orientés par rapport à ça. C'est que l'ouvrier, est-ce que juste je m'en sers une fois, ça me coûtera rien, ou est-ce que je le pose, je le fous, ça me coûtera un or, je le fous sur un bâtiment et je pourrais m'en servir à l'infini. Ça se trouve, je vais pas choper de bateau qui va faire que je vais m'en servir, donc je serai niqué. Tu vois, c'est vraiment le truc de dire est-ce que j'investis sur le long terme
sur des personnages, sur des bâtiments, ou est-ce que je me concentre sur le gain immédiat pour construire mes bateaux? On est vraiment là-dessus avec ce jeu-là. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est beaucoup plus présent que dans It's a Wonderful World où quand tu défausses des cartes, tu gagnes une pauvre ressource de merde et ça s'arrête là. Là, c'est quand même plus intéressant, il y a plus de dimensions. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Et c'est sans doute ce que je retiendrai le plus du jeu, c'est cette gestion de dilemme. Voilà. Autre chose, autre point fort, c'est je trouve que l'aspect construction de moteur est vraiment excellent parce que c'est toujours l'idée de se dire on a peu de tours, on a peu de cartes, mais est-ce qu'on va réussir à en faire quelque chose? Parce que vous avez vu, l'obtention des ressources est rachitique. On gagne quelques piécettes quand on défausse, voilà, quelques petits trucs. Mais on se dit, putain, au final, je vais jouer quoi? 30 cartes pendant la game, du coup, 6 x 5. Est-ce que vraiment je vais réussir à faire des trucs? Et à la fin de la partie, oui, la réponse est oui. Et ça, c'est cool, c'est le phénomène Voidfall, mais plus grand public. C'est de se dire, on joue pas beaucoup de cartes, mais on arrive à s'amuser et à construire un truc qui détonne, qui balance des trucs de fou. J'ai beaucoup aimé aussi l'intégration des ouvriers, qui nous permet, qui est aussi un dilemme, de savoir est-ce que je les consomme pour la création d'un bateau ou d'un bâtiment, ou est-ce que je les garde pour poser sur une carte, pour gagner des bonus. Voilà. Ça, c'est sûrement une des façons les plus marrantes d'utiliser un ouvrier, pour le gain immédiat ou long-termiste. Voilà pour le plan positif. Je trouve que, donc, en résumé, une place sur la table qui est quand même très cool. À l'aube où les jeux s'étendent, prennent de plus en plus de place. Un jeu quand même prenant mentalement. On est vraiment sur quelque chose de... Bah voilà, vous êtes récompensé par vos réflexions et c'est très agréable à jouer, c'est très fluide. Le syndrome du dilemme que j'ai expliqué avant, que je trouve super chouette. Et le vrai sentiment de création de moteur qui est vraiment... Ça vous paraît banal aujourd'hui d'avoir à dire ouais, je crée un moteur, c'est cool. Mais vraiment, hein, il n'y a pas beaucoup de jeux qui arrivent à créer ce sentiment-là correctement. La part du temps, euh, c'est très forcé. Voilà. C'est vraiment très forcé. Et là, je trouve qu'il le fait très bien parce que ça reste satisfaisant. Voilà, on a build nos bâtiments, nos trucs en dessous. Quand on fout nos ouvriers, ça déclenche 15 000 effets. Mais ça, on kiffe. C'est ce que j'avais kiffé dans Res Arcana, de taper mes cartes pour gagner des ressources. Mais là, c'est pareil. Voilà, j'adore pour ça aussi ce système. En point négatif, bah écoutez, je pense que pour certains, comme j'ai dit tout à l'heure, moi ce sera un point neutre pour moi, où je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant, parce que j'ai testé qu'en solo, mais je pense que ça peut gêner très clairement des gens, c'est déjà le jeu simultané, et le peu d'interaction, on peut le dire, le peu d'interaction entre les joueurs, qui se résume juste à de la draft et de la majou. Voilà. Donc ça voilà, c'est un peu dommage, je trouve ça dommage. Et troisième point, bah sûrement, c'est un truc que je trouve très dommage, mais bon, c'est vraiment le côté invisible du jeu finalement. Parce que, en fait, moi je le trouve très bien hein, ce jeu-là, et honnêtement, j'ai beaucoup de plaisir à y jouer. Mais je pense que tout le monde va s'en battre les couilles. Vraiment, le jeu il va être invisible. Mais, alors que c'est hyper dommage, hein, mais je vois pas comment on va entendre parler de ce jeu-là en fait. Là, il est sorti, personne n'en parle parce que il sort dans un truc où les gens voilà, je sais pas, ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui sort et en fait ils s'achètent plus trop parce que ils sortent dans une période où les gens ils vont peut-être balancer leur fric dans les vacances donc les sorties de jeu regardent moins. En tout cas, j'ai vraiment ce sentiment que le jeu va rater en fait son public. Euh, Voilà. C'est très dommage, mais je pense que ça va être ça. Et c'est voilà, un peu triste. Et aussi, en point négatif, moi je le dis souvent, mais bien sûr, ça on s'en doute, c'est le côté luck dependent de la draft. Il y a beaucoup de cartes, donc
Alors certes, il y a des doublons de cartes, donc on peut réussir à choper ce qu'on veut, mais bah, et forcément, des fois, vous devez beaucoup vous adapter. Euh, c'est un peu vous savez, c'est un peu le reproche que vous avez fait à Veil of Eternity. C'est-à-dire que, alors c'est bien de s'adapter tout le temps, mais parfois tu as envie d'avoir ce que tu veux. Et je pense que c'est ça aussi qui va être un peu chiant, c'est que finalement, des fois, tu vas perdre des games parce que bah tu dis ouais mais la draft a été pourrie en fait et oui et la draft elle est pourrie. C'est ça le problème et bon je pense qu'on n'y coupera pas à ce sentiment là dans ce jeu. Voilà. En tout cas, moi j'ai pas grand chose à dire de négatif, à part le fait que je vous dis, je pense qu'il va, personne n'en a parlé et je pense qu'il est un peu invisible ce jeu, et sans doute parce il a rien de révolutionnaire, hein, c'est sans doute ça. Puis peut-être que les jeux de Chum Phillips, on les associe à quelque chose de très tryhard, très hard, alors que celui-là c'est vraiment l'exact opposé. On est sur quelque chose de très accessible. Et ce côté, je pense pas que les gens vont retenir le côté simultané chiant, voilà. Pas trop d'interaction, ça je suis pas sûr, parce qu'aujourd'hui en fait on joue à plein de jeux où il n'y a pas d'interaction, donc c'est pas vraiment un argument, je pense qu'il irait contre le jeu. Voilà, voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire sur ce petit charpentier de la mer du Nord. Donc plutôt sympa, la thématique aussi. Une thématique viking, mais orientée sur le thème de la construction de bateaux, donc c'est cool. Un bon jeu, voilà, auquel je sors avec plaisir. En plus, le mode solo est, bah, je vous dis, c'est le même que ce que je vous ai présenté que le mode multi. Vous avez la possibilité de rajouter ces cartes-là. Donc ça, je les montrerai en mode solo. Les cartes Nemesis, donc ça c'est cool, un petit ajout solo. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de l'Arcadie, hein, de moi-même. Ça faisait longtemps voilà, que je vous avais envie de faire une vidéo et j'ai enfin eu le temps de le faire. On m'a un peu lâché la grappe là pour que je fasse j'ai un peu de temps devant moi, mais très légèrement. Donc voilà, petite vidéo pour vous, ça m'a fait plaisir. Et puis je vous remercie par avance de votre visionnage et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut.